J'étais debout dans mon bureau contemplant les cartons que je venais d'emballer. Le bourdonnement familier de l'étage d'ingénierie vibrait à travers les murs, mais il semblait déjà lointain, comme un monde auquel je n'appartenais plus. 28 ans de matins précoces, de nuits tardives, de délais impossibles et de triomphes silencieux, tous réduits à une poignée de main et un rien de personnel. Mon patron, Laurent, a à peine croisé mon regard quand il m'a annoncé la nouvelle. Ces mots, « Nous pouvons embaucher 5 juniors pour ton salaire », résonnaient encore dans mes oreilles. J'ai réussi à hocher la tête. J'ai même forcé un sourire en souhaitant bonne chance à l'équipe. À l'intérieur, pourtant, quelque chose s'effondrait. Une fondation que je croyais inébranlable se fissurait sans avertissement. En sortant du bâtiment, j'ai réalisé que je ne savais pas comment dire au revoir à un endroit qui avait été ma deuxième maison. J'ai passé devant le laboratoire de conception où nous avions construit le premier prototype qui avait mis l'entreprise sur la carte, la cafétéria où j'avais conseillé de jeunes ingénieurs autour de sandwich et les salles de réunion exiguës où tant de mes idées étaient nées. Chaque recoin contenait un souvenir, mais rien de tout cela n'importait maintenant. Pour l'entreprise, je n'étais qu'une ligne budgétaire, un coût à réduire. Je suis monté dans ma voiture, serrant fermement le volant, non pas parce que j'étais en colère, du moins pas encore, mais parce que je ne savais pas ce qui allait suivre. Au moment où je me suis garé dans mon allée, le poids de tout cela m'a frappé. Je suis resté assis dans la voiture un moment, regardant la lumière dans la fenêtre de la cuisine, sachant que ma femme, Sophie, était à l'intérieur, probablement en train de préparer le dîner, probablement en train de se demander comment nous allions nous débrouiller maintenant. Une panique silencieuse avait commencé à monter en moi, une pression derrière mes côtes. Pourtant, je me disais, « Tu as traversé pire, tu trouveras une solution. » Cette nuit-là, allongé dans mon lit, fixant le plafond, je n'ai cessé de repasser la conversation avec Laurent, chaque mot coupant un peu plus profondément. Le quartier de la Défense s'étendait par la fenêtre, ses tours brillantes maintenant étrangères. Paris avait toujours été ma ville, mais ce soir-là, ses lumières semblaient froides et distantes. Je me suis levé, incapable de dormir, et je suis allé sur le balcon. L'air frais de mai caressait mon visage, tandis que je regardais les appartements illuminés autour de moi. Des vies qui continuaient d'indifférentes à mon petit drame personnel. Combien d'entre eux, me demandais-je, vivaient le même cauchemar? À 54 ans, avec un marché du travail qui vénérait la jeunesse et l'innovation rapide, mes perspectives semblaient soudain terriblement limitées. Sophie m'a rejoint en silence, enveloppant ses bras autour de ma taille, sa tête reposant contre mon dos. « On va trouver », a-t-elle murmuré comme si elle lisait dans mes pensées. « Tu as toujours trouvé des solutions. » Sa confiance m'a réchauffé, mais n'a pas dissipé l'angoisse qui grandissait en moi. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil. Mon esprit rejouant sans cesse les années passées, cherchant désespérément le moment où j'aurais dû voir venir ce coup. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le son incessant de mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Mon premier instinct a été de l'ignorer, supposant qu'il s'agissait d'un autre recruteur impatient de me dire à quel point le marché de l'emploi était passionnant. Mais quand je l'ai enfin décroché, ce n'était pas un recruteur. C'était Mathieu, un des jeunes ingénieurs de mon ancienne équipe. Sa voix tremblait, tandis qu'il m'expliquait que le système que j'avais conçu, l'épine dorsale même de notre produit phare, s'effondrait sous la charge. Ils avaient essayé de le réparer, mais chaque solution dévoilait un nouveau problème. « Nous avons besoin de toi », a-t-il chuchoté, presque gêné de demander. À midi, j'avais reçu 4 appels supplémentaires. Le même message se répétait, simplement avec des voix différentes. Tout s'écroulait, et personne ne semblait savoir comment maintenir la cohésion. Assis à la table de la cuisine, sirotant un café devenu froid depuis longtemps, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Ils n'avaient pas seulement coupé un cou, ils avaient tranché le seul fil qui maintenait silencieusement leur chaos en place. Je pouvais entendre le désespoir dans leur voix, mais plus que cela, je percevais quelque chose de plus profond, le regret. Plus tard ce jour-là, Laurent lui-même a appelé. Son ton était mesuré, essayant de paraître décontracté, mais les bords s'effilochaient rapidement. Il a tourné autour du problème, me demandant si je pourrais avoir quelques minutes pour aider à distance. Un instant, j'ai imaginé dire non, les laisser nettoyer le désordre qu'ils avaient créé. Mais ensuite, je me suis souvenu des personnes, les juniors qu'ils avaient jetés dans le feu, les clients qui dépendaient de ce système. J'ai dit
À Laurent que j'y réfléchirais. Quand j'ai raccroché, j'ai fixé le mur, réalisant que l'équilibre du pouvoir avait silencieusement basculé. Le téléphone a sonné encore 2 fois avant le coucher du soleil. D'abord Élise, la responsable des ventes, paniquée à l'idée de perdre un contrat majeur avec la SNCF. Puis Thomas, le directeur technique, parlant calmement mais avec une tension palpable. Il avait été contre mon licenciement, m'a-t-il confié, mais n'avait pas eu son mot à dire face aux directives venues du siège à Lyon. Les chiffres l'emportent toujours sur l'expérience, jusqu'à ce que l'expérience devienne le seul moyen de sauver les chiffres, a-t-il philosophé. Avec une amertume à peine voilée, Sophie m'observait depuis le seuil de la cuisine, ses yeux reflétant un mélange de colère et de satisfaction. « Ils t'ont jeté comme un mouchoir usagé », a-t-elle murmuré. « Maintenant, ils rampent vers toi. » Elle avait raison, bien sûr. Après, presque 3 décennies d'abnégation, de nuits blanches, de week-ends sacrifiés, il m'avait écarté avec une froide efficacité comptable. Et maintenant, le château de cartes vacillait. J'ai passé l'après-midi sur le balcon, regardant les nuages défiler au-dessus de Paris, pesant mes options. Un sentiment étrange de détachement m'envahissait, comme si j'observais le drame d'une autre vie. La colère que j'attendais ne venait pas. À sa place, une clarté surprenante. Pour la première fois depuis des années, ma valeur n'était pas déterminée par un titre ou un salaire, mais par quelque chose de plus fondamental, une connaissance. Que personne d'autre ne possédait. Un réseau de solutions que j'avais tissé comme une toile invisible à travers les systèmes de l'entreprise. Ce soir-là, j'étais assis seul dans mon bureau à domicile, la lueur de l'écran projetant de longues ombres sur les murs. J'ai ouvert d'anciens schémas, des notes systèmes, des plans mentaux que j'avais dessinés et redessinés au fil des années. Sophie a frappé doucement, laissant une assiette de nourriture sur le bureau, et pendant un moment, je suis simplement resté assis là, réfléchissant. Allais-je vraiment aider ceux-là même, qui m'avaient jeté comme un outil cassé? Une partie de moi voulait partir, les laisser ressentir tout le poids de leurs décisions. Mais une autre partie, celle façonnée par des décennies de responsabilité, ne pouvait supporter l'idée de voir s'effondrer quelque chose que j'avais construit. Au matin, j'avais pris ma décision. J'ai rappelé Laurent et lui ai dit que j'aiderais mais à mes conditions. Pas de contrat, pas de promesse, pas d'attache, juste une intervention ponctuelle. Il a accepté si rapidement que j'ai presque eu pitié de lui. Presque. En conduisant vers le bureau, j'ai ressenti un étrange mélange d'appréhension et de calme. Je n'étais plus un employé, plus lié à leur politique ou à leur tableur. Je revenais comme quelque chose d'entièrement différent, la personne qu'ils avaient sous-estimée. Entrer dans le bâtiment semblait irréel. Les gens levaient les yeux, surpris, certains embarrassés, d'autres visiblement soulagés. Je me suis dirigé vers la salle des serveurs, où une demi-douzaine d'ingénieurs gravitaient autour d'écrans clignotants. Ils semblaient épuisés, dépassés, et quand ils m'ont vu, c'était comme si l'air avait changé. Sans un mot, j'ai tiré une chaise et me suis mis au travail. Le quartier des affaires s'animait autour du bâtiment, tandis que j'entrais par la porte latérale, évitant délibérément l'accueil principal. J'ai utilisé mon ancien badge. Personne n'avait pensé à le désactiver apparemment. Une petite négligence révélatrice de l'improvisation qui régnait désormais. L'ascenseur m'a mené au 6e étage, celui des opérations techniques. Mathieu m'attendait, les traits tirés et les yeux rougis par le manque de sommeil. « Ça, fait combien de temps que tu n'as pas dormi ?» lui ai-je demandé en guise de salutation. « Quelle heure est-il » a-t-il répondu avec un rire nerveux. « Je crois que je ne suis pas rentré depuis avant-hier. » Il m'a guidé vers la salle de crise qu'ils avaient improvisée. Une dizaine d'écrans affichèrent des graphiques alarmants, tous pointant vers le bas. Des tasses de café à moitié vides jonchaient chaque surface disponible. L'air était chargé d'une tension presque palpable. 3 autres ingénieurs se sont levés à mon entrée, leur visage oscillant entre la gêne et un soulagement évident. Je reconnaissais cette expression, celle de nageurs épuisés apercevant une bouée. Le système principal a commencé à ralentir mardi, a expliqué Claire, une développeuse que j'avais recrutée 2 ans auparavant. Au début, on pensait que c'était juste un pic de trafic inhabituel. Puis les serveurs de sauvegarde ont commencé à tomber un par un. J'ai hoché la tête, absorbant l'information sans commentaire. Une partie de moi observait la scène avec détachement, presque avec curiosité. Ces personnes talentueuses, cette entreprise prestigieuse, réduit à appeler un coût superflu pour les sauver. L'ironie ne m'échappait pas. Laurent est apparu dans l'encadrement de la porte,
sa chemise habituellement impeccable froissée, sa cravate desserrée. Il a tenté un sourire qui ressemblait davantage à une grimace. « Merci d'être venu », a-t-il dit, sa voix trahissant un mélange d'embarras et de soulagement. J'ai simplement acquiescé et me suis tourné vers les écrans. Ce n'était pas le moment des règlements de compte ou des victoires mesquines. La catastrophe qui se déroulait dépassait nos égos meurtris. Les heures se sont écoulées, tandis que je passais d'un poste à l'autre, identifiant les points faibles, corrigeant les configurations et réécrivant des portions de code qui n'étaient jamais destinées à supporter une telle charge. L'équipe se tenait à proximité, observant attentivement, absorbant chacun de mes gestes. J'expliquais mes processus non pas parce que je le devais, mais parce qu'ils avaient besoin de comprendre ce avec quoi ils travaillaient. À la tombée du soir, le système s'était stabilisé, les pires incendies éteints, et je me suis adossé à ma chaise, épuisé, mais secrètement satisfait. Mes doigts volaient sur le clavier avec une aisance qui me surprenait moi-même. Les problèmes se dévoilaient devant moi comme une carte routière familière. L'architecture du système que j'avais conçu des années auparavant, modifiée, étendue mais toujours fondamentalement mienne, me parlait d'une manière que les jeunes ingénieurs ne pouvaient comprendre. Ce n'était pas simplement une question de lignes de code ou de protocole, c'était une vision, une philosophie intégrée dans chaque couche de l'infrastructure. Le problème n'est pas dans la base de données, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour l'audience silencieuse derrière moi. C'est dans la façon dont les microservices communiquent entre eux. Mathieu s'est penché par-dessus mon épaule, les yeux écarquillés. Mais les logs ne montrent aucune erreur de communication. Parce qu'ils ne cherchent pas au bon endroit, ai-je répondu doucement, sans reproche. Regarde ici, la latence augmente exponentiellement quand le trafic dépasse ce seuil. Mais ce n'est pas une question de volume, c'est une question de séquence. J'ai ouvert un terminal et commencé à taper une série de commandes. L'écran s'est rempli de données brutes, incompréhensibles pour la plupart, mais qui pour moi révélaient l'histoire cachée de ce qui s'était passé. Quelqu'un avait modifié le système de mise en file d'attente, probablement pour optimiser les performances à court terme. Cette modification avait créé une vulnérabilité subtile qui ne s'était manifestée que sous une charge extrême. Qui a implémenté ces changements? Ai-je demandé sans accusation dans la voix. Un silence embarrassé a envahi la pièce. Claire a finalement levé la main, hésitante. C'était dans les recommandations du consultant externe. Il a dit que ça améliorerait la vitesse de traitement de 30%. J'ai hoché la tête. Et ça l'a fait, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le système atteigne sa limite. Elle a acquiescé, le visage rouge d'embarras. Je lui ai souri pour la rassurer. Ce n'est pas une erreur, Claire, c'est une leçon. Les systèmes complexes ont souvent des comportements émergents que même leurs créateurs ne peuvent pas toujours prévoir. Pendant les 6 heures suivantes, nous avons reconstruit le système de mise en file d'attente. Non pas comme il était avant, mais comme il aurait dû être. J'ai dessiné des diagrammes, expliqué des concepts, posé des questions qui obligeaient l'équipe à penser différemment. Ce n'était plus une simple réparation d'urgence, c'était devenu une classe de maîtres improvisés, et je trouvais une étrange satisfaction dans ce rôle inattendu. À minuit passé, les derniers tests ont confirmé que le système était non seulement stable, mais plus robuste qu'avant. Laurent, qui était resté dans l'ombre la plupart du temps, s'est approché de moi alors que je rassemblais mes affaires. « Je ne sais pas comment te remercier », a-t-il commencé maladroitement. « Ce n'était pas pour toi », ai-je répondu tranquillement sans hostilité. « C'était pour eux. » J'ai fait un geste vers l'équipe épuisée mais soulagée, et pour ce que nous avons construit ensemble pendant toutes ces années. En sortant du bâtiment, l'air nocturne de Paris m'a accueilli avec une fraîcheur apaisante. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres, et pour la première fois depuis mon licenciement, j'ai ressenti autre chose que de l'amertume ou de l'anxiété, une sensation curieuse de liberté, mêlée à la satisfaction d'avoir accompli quelque chose d'important à mes propres conditions. Les jours qui ont suivi étaient calmes, presque trop calmes. Je ne me réveillais plus avec des dizaines d'emails ou d'appels urgents. J'ai commencé à redécouvrir le rythme d'une vie en dehors du travail. Des promenades matinales avec Sophie, des après-midi à bricoler dans le garage, des soirées à lire des livres que j'avais depuis longtemps abandonnés sur l'étagère. Pourtant, les appels de l'entreprise n'ont pas complètement cessé. Un par un, les ingénieurs me contactaient, non pas avec des urgences, mais avec de la gratitude. Ils voulaient me remercier.
me dire combien ils avaient appris simplement en m'observant. C'était étrange et émouvant d'entendre ces mots après tant d'années où l'on me tenait pour acquis. Laurent a rappelé, cette fois avec une offre de retour comme consultant, à de meilleures conditions avec une pleine autonomie. J'ai écouté poliment, souriant intérieurement et décliné. J'ai réalisé que je ne voulais pas revenir, ni à l'ancienne vie, ni aux anciens schémas. Je leur avais donné ce dont ils avaient besoin quand ils en avaient le plus besoin, mais ce chapitre était clos. « Tu es sûr ?» m'a demandé Sophie un soir alors que nous dînions sur notre terrasse. Le soleil couchant baignait Paris d'une lumière dorée, transformant la Seine en un ruban de feu liquide. Et il te propose presque le double de ton ancien salaire. J'ai pris une gorgée de vin savourant le Bordeaux que nous gardions pour les occasions spéciales. Je suis sûr, ai-je répondu avec une tranquillité qui me surprenait encore. L'argent est tentant, mais retourner là-bas serait comme essayer de revivre un souvenir. On ne peut jamais vraiment revenir en arrière. Elle m'a étudié attentivement par-dessus son verre. Je ne t'ai jamais vu aussi serein depuis ton départ. J'ai considéré ces mots. Serein. Était-ce vraiment ce que je ressentais? Pas tout à fait. Il y avait toujours une incertitude planant au-dessus de nous, l'inquiétude financière qui s'insinuait dans nos conversations comme un invité indésirable. Mais sous cette anxiété pratique palpitait quelque chose de nouveau, une curiosité, un sentiment d'ouverture que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. Je crois que j'étais devenu tellement identifié à mon poste que j'avais oublié qui j'étais en dehors de ces murs, ai-je finalement répondu. Maintenant, j'ai la chance de redécouvrir cette personne. Les semaines suivantes ont apporté d'autres appels, mais d'une nature différente. D'anciens collègues qui avaient quitté l'entreprise des années auparavant, des contacts de l'industrie qui avaient entendu parler de mon départ. La nouvelle s'était répandue, comme c'est souvent le cas dans les cercles technologiques parisiens, et soudain mon téléphone sonnait pour des raisons entièrement nouvelles. Jean-Philippe, un ancien collègue qui dirigeait maintenant sa propre entreprise de cybersécurité à Lyon, m'a proposé un projet de conseil, juste quelques semaines, a-t-il dit. Nous avons besoin d'un regard extérieur sur notre infrastructure, quelqu'un qui voit au-delà des solutions évidentes. J'ai accepté, presque sur un coup de tête. Le projet s'est avéré stimulant, rafraîchissant, travailler sans la pression écrasante des délais corporatifs ou les contraintes d'une hiérarchie rigide. J'étais là uniquement pour mon expertise, valorisée précisément pour ce que Laurent avait jugé trop coûteux. D'autres propositions ont suivi. Un audit pour une start-up prometteuse à Bordeaux, une série d'ateliers pour une école d'ingénieurs à Grenoble. Sans que je m'en rende compte, une nouvelle voie professionnelle se dessinait devant moi, non pas imposée par nécessité, mais forgée par choix, projet après projet. Quelques mois plus tard, j'étais assis dans un petit bureau ensoleillé qui sentait la peinture fraîche et les possibilités. Le cabinet de conseil que j'avais créé avait décollé plus rapidement que je ne l'aurais imaginé, et le travail était stimulant. J'étais entouré de personnes qui respectaient l'expérience, qui comprenaient que la sagesse ne venait pas à bon marché, mais valait chaque centime. Mes journées étaient remplies de défis, mais c'étaient mes défis, choisis selon mes conditions. La rue de Rivoli bruissait d'activité sous les fenêtres de mon nouveau bureau. J'avais choisi cet emplacement non pour son prestige, mais pour sa proximité avec le jardin des Tuileries, un luxe que je m'accordais désormais, une promenade quotidienne parmi les arbres et les fontaines, un rappel des beautés simples que j'avais négligées pendant des années. Mon téléphone a vibré, c'était Amine, un jeune développeur brillant que j'avais rencontré lors d'une conférence et embauché pour son esprit novateur. Nous formions un duo improbable mais efficace, son instinct pour les technologies émergentes complétant parfaitement ma compréhension approfondie des architectures complexes. J'ai terminé l'analyse préliminaire pour le projet ministère. Annoncé son message. Tu avais raison sur l'intégration des systèmes hérités. On devrait discuter des approches alternatives. J'ai souri, appréciant la validation mais encore plus l'excitation de travailler sur un problème substantiel, un défi qui avait rebuté plusieurs grandes entreprises de conseil avant nous. Nous étions petits, agiles, sans la lourdeur administrative qui étouffait l'innovation dans mon ancienne vie corporative. Sophie est passée à l'heure du déjeuner, apportant des sandwichs d'une boulangerie voisine. Elle s'est perchée sur le bord de mon bureau, observant les diagrammes étalés sur ma tablette. Toujours aussi absorbée, a-t-elle remarqué, mais
Son ton était affectueux plutôt que réprobateur. La différence, ai-je répondu en acceptant le sandwich, c'est que maintenant je peux m'arrêter quand je le souhaite. Et c'était vrai. Le changement le plus profond n'était pas dans mon travail quotidien. Je résolvais toujours des problèmes techniques, je concevais toujours des systèmes, mais dans la relation que j'entretenais avec ce travail. L'urgence perpétuelle, la pression constante de justifier mon existence à travers ma productivité, s'était évanouie. À leur place, un nouvel équilibre s'installait. Ce soir-là, en fermant le bureau, j'ai reçu un message inattendu. C'était Mathieu, mon ancien collègue junior. « Tu as entendu la nouvelle ?» disait-il. « Laurent a été remercié. Restructuration du management. » L'ironie ne m'a pas échappé. La roue avait tourné, comme elle le fait toujours. Pourtant, je n'ai ressenti ni joie maligne, ni satisfaction vengeresse. Juste une étrange compassion mêlée de détachement. Le monde corporatif que j'avais quitté continuait son cycle implacable de création et de destruction, mais je n'étais plus pris dans ses engrenages. En rentrant chez moi, j'ai fait un détour par les quais de Seine. Le crépuscule enveloppait Paris. Les lumières commençaient à scintiller sur l'eau. Un violoniste de rue jouait une mélodie nostalgique qui flottait dans l'air du soir. Je me suis arrêté pour l'écouter, laissant la musique me traverser, appréciant ce moment d'immobilité dans une vie toujours en mouvement. Je repensais souvent à ce jour dans le bureau de Laurent, au sourire forcé, au ton condescendant, au rejet facile de près de 3 décennies de travail. Mais désormais, ces souvenirs ne me blessaient plus. Ils étaient devenus des jalons sur une chronologie, des rappels du chemin parcouru et de tout ce que j'avais récupéré. J'avais appris à porter le passé sans le laisser me définir. Dans 2 jours, j'avais rendez-vous avec un potentiel nouveau client, une entreprise familiale cherchant à moderniser ses opérations sans perdre son âme dans le processus. Le type de défi que j'aurais peut-être ignoré autrefois, trop occupé par des projets plus prestigieux, plus visibles. Maintenant, je voyais la beauté dans ces transformations à échelle humaine, où l'impact était tangible, les relations authentiques. En arrivant à notre appartement, j'ai aperçu Sophie sur le balcon, arrosant ses plantes dans la lumière dorée du soir. Elle m'a souri, un geste si simple, si fondamental, que j'avais presque oublié sa valeur dans ma course effrénée vers une réussite définie par d'autres. La vie, ai-je réalisé, n'était pas une question d'accrochage, mais de savoir quand lâcher prise et oser recommencer.